Voilà, donc bonjour à tout le monde. Vous êtes déjà 16 étudiants qui êtes connectés. Je ne sais pas combien d'étudiants sont censés se connecter dans votre groupe. Donc je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Allô, allô. Ok. Donc je pense que vous êtes donc 16 personnes présentes en fait. Je ne sais pas combien d'étudiants sont censés être présents dans votre groupe. Nous n'avons pas non plus, Vous n'avez pas non plus. Bon, ça doit être quelque chose comme 25 étudiants, un truc dans le genre. pas sûrement. Donc, est-ce que vous avez lu mon message? Donc, j'ai placé pour vous euh, mes résolutions concernant les 4 exercices de la séance. Donc, je vais peut-être partager ma tablette avec vous. Voilà, voilà. Donc, normalement, là, vous devriez voir ma tablette qui défile. Je ne sais pas si vous pouvez me confirmer ça. Oui, On voit. Ok. Donc, votre séance numéro 2 aujourd'hui, c'est une séance de thermodynamique qui porte sur les exercices 26, 33, 34 et 42. Et donc, j'ai posté ça assez tard parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire plus tôt. Mais donc, moi, je compte pas comme ça parler pendant 2 heures. Donc, peut-être que vous avez essayé de résoudre les exercices par vous-même et que vous avez des questions précises sur les exercices. Et alors, ça, je peux y répondre. Euh, Sinon, moi, ce que je vous propose alors, c'est de jeter un coup d'œil à mes résolutions. Et alors, je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous avez sur la thermo. Voilà, donc je ne sais pas comment vous voyez les choses, si ça vous va. c'est une bonne idée. Ok. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à prendre la parole, à ouvrir votre micro et à poser des questions ou faire des commentaires ou demander de l'aide. Donc moi, j'ai essayé de vous fournir un document. Donc c'est un document que j'ai fait apparaître sous mon message. Donc c'est un fichier PDF qui est quand même relativement long. Il fait une vingtaine de pages. Donc j'ai essayé d'être complet dans mes explications. Il y a beaucoup de mots en fait. Il y a beaucoup de phrases, il y a beaucoup d'explications qui expliquent le principe euh, bah, de ce qui est abordé dans les exercices. Et donc vous pouvez jeter un coup d'œil là-dessus et puis voir si vous comprenez ou pas, et me demander si vous avez des... Enfin, s'il y a des passages que vous ne comprenez pas, posez-moi la question, ou si vous avez peut-être une autre façon de résoudre le problème, ça peut être intéressant aussi d'en parler. Donc voilà,
Donc, je suis à votre disposition pendant 2 heures. Et voilà, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Et n'hésitez pas à prendre la parole. Voilà, donc j'attends vos questions. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question. Oui, Moi, c'est par rapport à l'exercice 34, la question A. alors je vais chercher l'exercice 34. Je vais repartager ma tablette, comme ça sera plus facile. Donc un instant. Voilà, donc exercice 34. Alors, j'arrive sur l'exercice 34, c'est pas celui-là. C'est le précédent. Voilà, ok, exercice 34. Parce qu'avant votre correction, moi, je me basais avec la correction d'Alterman qu'il avait partagée sur l'UV. Oui, Et moi, ce que je ne comprends pas dans ses explications, c'est que quand on transfère de l'énergie, la température finale est la même pour tous les deux. Mais dans ses explications, il mettait que l'énergie du système 2 était négative, alors que c'est une énergie sortante et négative, justement, pas une. alors ça dépend. Donc en fait, dans les conventions que Marc Alterman utilise, donc je vais écrire ça ici, je ne sais pas, je vais écrire, dis-moi si tu vois quelque chose. Donc le premier principe écrit dans le cours de Marc Alterman, c'est donc Q est égal à delta U plus W. Ça apparaît sur ton écran? Oui, oui, ça apparaît, oui. Ok, d'accord. Donc en fait, on s'intéresse à un système. Voilà, Oui. je vais présenter ici sa frontière. Système. Alors la convention de signe qui est utilisée dans le cours de Marc Alterman, c'est qu'une chaleur qui rentre est positive Oui, et un travail qui sort est positif. oui, Voilà, alors qu'il y a d'autres cours de thermodynamique où c'est plutôt la convention compte en banque qui est utilisée à la fois pour la chaleur et pour le travail, c'est-à-dire que tout ce qui rentre, c'est positif, et tout ce qui sort, c'est négatif. Mais bon, chez Mark Alterman, la convention est celle-ci. Mais donc, du coup, est-ce que tu peux répéter la question que tu avais parce que je... non, bah, en fait, moi, c'était la question parce que l'énergie, la chaleur mise par l'hélium et au diazote est censée être positive, justement, parce qu'elle sort. Oui, Elle est censée, enfin, la chaleur que le diazote reçoit est censée être positive. Donc, oui, sortant de l'essence être négative, selon la. oui, oui, c'est ça. Donc, Et en donc, fait, il y a de la chaleur qui passe comme... donc, attends, je vais prendre ça comme ça. Donc, il y a de la chaleur qui passe de l'azote, de l'hélium, pardon, à l'azote. L'hélium est chaud. oui, L'hydrogène, non, pardon, donc l'hélium est chaud et le diazote est froid. oui, Donc, en fait, ça, c'est la chaleur de l'hélium, elle est négative. Et alors, je vais reprendre ma flèche que j'ai dessinée ici. La chaleur que reçoit le diazote, elle est positive. mais voilà. Et dans ces corrections, c'est l'inverse. Alors, moi, en Ça, je général, ne comprends pas. ok. Dans sa correction, Alors, il faudrait que je jette un coup d'œil sur le corrigé. Mais je n'ai pas regardé le corrigé, en fait, pour faire mon propre corrigé. Mais d'accord. je pense qu'on est d'accord tous les deux. Donc, Parce qu'avec les valeurs absolues, je n'ai pas essayé avec les valeurs absolues comme vous le proposez. ok. Mais
Moi, dans mes valeurs, je trouve qu'à 400, à peu près vers 450 450 Kelvin, ce résultat-là qui de est. température finale, c'est ça? Oui, Alors je vais regarder à pour quelle la température. température finale. Oui. Ok, donc 450 moins 273,15, ça fait 176 Kelvin. Et en fait, la réponse qu'on obtient, c'est 257. Donc, ce que toi, tu obtiens est une réponse plus petite que celle à laquelle on s'attend. Mais, bah, de toute façon, en fait, tu es d'accord. Enfin, je veux dire, tu as raison. Alors, on suppose que toute la chaleur qui est perdue par l'hélium va être récupérée par le diazote. Oui, Et donc, en fait, ce qu'on peut écrire, c'est que, alors, au signe près, la chaleur qui est perdue par l'azote égale la chaleur gagnée par le... Non, la chaleur perdue par l'hélium, pardon, est égale à la chaleur gagnée par l'azote. Alors, comme QN2 est positif et que QHE est négatif, voilà ce qu'on peut écrire. C'est que moins QHE est égal à QN2. voilà, j'avais fait exactement ça, mais Oui. avec ces résultats, je trouve quand même pas la bonne réponse. Alors, moi, j'ai mis le détail ici de... D'accord, mais je me vais référencer alors à vous par rapport à votre Voilà, donc la développement. résolution est basée sur là-dessus, sur ça, sur cette équation. D'accord. Et ici, j'ai indiqué, étant donné que, en fait, les deux chaleurs ici, elles sont égales au signe près. Si je les prends en valeur absolue, Ouais. alors les valeurs absolues sont vraiment égales. Euh, et donc, comme ceci est une valeur positive, une valeur absolue, c'est toujours positif, il faut que cette expression-ci soit positive. Et donc, pour le diazote, donc le diazote, il part de moins 20 degrés et il va se réchauffer. Oui. Et donc, il a une variation de température positive. Et cette variation de température positive, je peux dire que c'est la grande température moins la petite. Donc, c'est Tf moins T de I. Et par contre, pour l'hélium, ici dedans, on veut aussi quelque chose de positif. Et donc, donc le N, c'est cette valeur-là. Le CP, c'est cette valeur-là. Et Oui. maintenant, il faut que je prenne la valeur absolue de delta T. De delta T pour l'hélium. Alors, D'accord. le delta T pour l'hélium est négatif. Mais si je veux la valeur absolue de ça, de nouveau, il faut que je fasse la grande température moins la petite température. Donc, il faut que je fasse, ici c'est T1I 200 degrés, moins, moins la température finale qui est plus petite. D'accord. Donc, il faut juste faire attention à ça, aux signes. Et alors, normalement, tu devrais tomber sur la bonne valeur, comme c'est indiqué ici, en fait. Parfait. Voilà. Et j'avais aussi une autre question par rapport à l'entropie, parce Oui, que l'entropie, c'est une somme d'une entropie qui vient de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur du oui, système. oui, tout à fait. Donc, Comment, oui. comment peut-on calculer une entropie intérieure? Est-ce que c'est possible? Parce que les exercices Alors, qu'on devait faire, il y a par exemple l'exercice 34, où on calcule une entropie qui est créée à l'intérieur. Donc justement, dans l'exercice dont on est en train de parler, en fait, le système qu'on étudie dans l'exercice 34, c'est finalement le diazote, plus l'hélium, plus le piston, et enfin c'est tout le système qui est ici en fait. oui, mais par Euh, partie, on fait le petit, le système de l'azote, puis de l'hélium, puis l'ensemble. Mais est-ce qu'il y a-t-il un moyen de calculer l'entropie interne oui, donc en fait, d'une seule façon ou c'est par une accumulation de systèmes donc en fait l'entropie est une grandeur additive. Et donc, quand on s'intéresse à l'entropie d'un système, si on veut, on peut le diviser en plusieurs sous-systèmes. Ici le système est divisé en deux sous-systèmes. Le premier système, c'est l'azote. Et Oui, l'entropie de ce système est la somme de l'entropie de l'hélium et de l'entropie de l'azote. Alors, oui, ici, même si on a un système qui est isolé, complètement isolé de son environnement, donc c'est-à-dire qu'il ne reçoit pas d'énergie, il ne reçoit pas de masse, il est indéformable, il ne reçoit pas de chaleur, etc. Donc il n'y aura pas d'entropie qui peut augmenter dû à un apport de chaleur, par exemple, extérieur, mais si les différentes parties du système, par exemple, ne sont pas à la même température, comme elles sont en contact les unes avec les autres,
elles vont s'échanger de la chaleur et la température va s'égaliser en définitive. Et ça, c'est un phénomène irréversible auquel va être associée une augmentation de l'entropie du système, en fait. Parce que c'est un phénomène irréversible. Voilà, donc si le système n'est pas en équilibre, si les différentes parties du système ne sont pas en équilibre les unes avec les autres, elles vont tendre vers l'équilibre, Oui. même sans interaction avec l'environnement. Et le fait d'aller vers l'équilibre, c'est quelque chose d'irréversible, et ça va augmenter l'entropie du système. Oui, d'accord. Mais ça, c'est seulement par la pensée ou on peut le faire aussi On peut le faire par mathématiquement. Ici, normalement, mathématiques? sur ma tablette. Donc, la question c'est entropie delta S générée par la thermalisation du système. En fait, on calcule ici delta S1, qui est la variation d'entropie de l'hélium. Alors, si on trouve que c'est négatif, en fait, l'hélium se refroidit. Et si l'hélium se refroidit, il a moins d'énergie. Et donc, il a moins de façons de la répartir parmi les différents atomes qui le constituent. Et donc, il y a plus d'ordre, une diminution du degré de désordre. Et donc, on voit ici que la variation de l'entropie de l'hélium est négative. Hein, donc, l'ordre augmente au sein de l'hélium. Mais par contre, pour le diazote, bah, lui, il reçoit de l'énergie. Donc, il va avoir plus de possibilités pour répartir cette énergie au sein des différentes molécules. Et on voit que ça correspond effectivement à une augmentation de l'entropie. Et alors, quand on veut calculer l'augmentation du système, l'augmentation de l'entropie du système, donc qui est la somme de delta S1, delta S2, eh bien, on arrive à quelque chose de positif. D'accord. Et ça, c'est considéré comme l'entropie intérieure. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est une création d'entropie intérieure. Okay. Et voilà. Donc, c'est pas dû à un échange avec l'extérieur. Oui, voilà, C'est vraiment le système qui tend vers son équilibre interne. D'accord. Merci. Voilà.
J'ai une autre question. Ah, ok, je t'écoute. Le coefficient, non, pas le coefficient d'efficacité, mais le facteur de réduction, en quoi Oui. ça pense exactement? Parce Mais que donc, sur les rappels, il ne l'est pas indiqué, donc je suis d'accord, je ne connais pas véritablement cette définition non plus. Alors, je vais revenir, je vais juste repartager ma tablette. Euh, alors, ça se trouve où? Ah, voilà, ça se trouve ici. 42C, 42D. Ouais, voilà. Ok, donc c'était dans le 42. Je vais prendre ça ici. Ok. Donc, alors, 42D, il n'y a pas une question qui suit après? Il n'y a pas la E? Alors, donc, dans le 42D, on trouve que le coefficient d'efficacité vaut ici. Alors, attends, je vais d'abord voir. Voilà. Donc, on voit que le coefficient d'efficacité ici vaut 0,88. Oui, Alors, ça veut dire quoi? Il faut revenir ici. Donc, je vais réécrire ceci sous une autre forme, c'est-à-dire que je vais exprimer l'énergie utile en fonction du reste. Donc, je vais écrire ça ici. Hop. Donc, en fait, l'énergie onéreuse qui divise ici, elle va passer de l'autre côté, dans l'autre membre, et donc elle va multiplier. Et donc, je peux écrire que l'énergie utile, on va mettre ça en valeur absolue pour qu'il n'y ait pas de problème, est égale au coefficient d'efficacité que multiplie l'énergie onéreuse. Voilà. Alors, pour cette pompe à chaleur, l'énergie utile, en fait, c'est fournir de la chaleur à l'habitation. oui, C'est ce qu'on lui demande, on lui demande de chauffer. Et alors, l'énergie onéreuse, on va supposer que donc, cette pompe à chaleur, elle fonctionne parce qu'il y a un compresseur. Euh, et donc, l'énergie onéreuse, on pourrait considérer, on peut considérer que c'est l'énergie électrique à fournir au compresseur pour le faire tourner. d'accord. Comprimer de l'air, ça coûte de l'énergie. Alors, pour la question petit d, où la détente s'effectue à travers une vanne de détente, on trouve que le coefficient vaut 0,88. Donc, si je recopie ceci, voilà, en remplaçant CE par sa valeur qui vaut donc 0,88, eh bien, on voit que c'est très mauvais. Parce qu'en fait, cette équation, elle exprime que la chaleur qui est libérée par la pompe à chaleur dans l'habitation est égale à 0,88 fois l'énergie que je fournis au compresseur. Donc autrement dit, il n'y a que 88% de l'énergie que je fournis au compresseur qui va se transformer en chaleur vers la maison. Autrement dit, je perds 12% de l'énergie. Donc c'est très mauvais en fait. C'est très mauvais parce qu'en fait, ce serait comme je l'ai indiqué ici plus bas, ce serait mieux d'alimenter un radiateur électrique avec le courant électrique, parce que le radiateur électrique, en fait, lui, il s'est transformé 100% de l'énergie électrique en chaleur. Tandis qu'ici, dans la question D, la pompe à chaleur ne transforme que 88% de l'énergie que je lui donne en chaleur. Donc, c'est plus mauvais qu'un radiateur électrique. D'accord. Et donc, en ce qui concerne donc pour cette question-ci, donc c'était le facteur de réduction de coût là, que je n'ai pas noté ici. En fait, il n'y a pas de réduction de coût ici, c'est terrible, c'est une augmentation des coûts. Donc, si on fait, je crois que dans le corrigé, il est écrit que 1,088 est égal, je ne sais plus ce qui a été écrit, 1,14, Un 13, oui. 1,13, 1,13. Et donc, ça veut dire que utiliser la pompe à chaleur, si j'utilisais un radiateur, bah, le coût serait de 1, parce que toute l'énergie électrique que je donne à mon radiateur est transformée en chaleur, mais ici, mon coût est de 1,13. Donc ça me coûte 0,13 en plus de donner l'énergie électrique à la pompe à chaleur que de la donner à un radiateur. Donc D'accord. en fait, ici, le facteur de réduction de coût, c'est pas une réduction, enfin c'est un facteur de 1,13. Donc ça veut dire que je dois fournir plus d'énergie à la pompe à chaleur qu'elle ne m'en donne. Donc c'est très mauvais. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument passer la vanne de détente euh, par une turbine qui va se mettre à tourner
et qui permettra d'entraîner en partie le compresseur. Et à ce moment-là, donc là on est dans la question suivante, dans la question E. Oui. À ce moment-là, on a un coefficient de performance de 14. Et donc là, la pompe à chaleur devient 14 fois plus intéressante qu'un radiateur. Parce que, donc si je donne 1000 joules d'énergie électrique à ma pompe à chaleur, eh bien, elle va me fournir 14 000 joules de chaleur. Donc ça, c'est bien. Pour 1000 joules qui me coûtent, c'est de l'énergie électrique, je reçois 14 000 joules, j'obtiens 14 000 joules de chaleur. Donc autrement dit, sur les 14 000 joules, il y en a 13 000 qui sont gratuits, qui viennent de la Terre. D'accord. Donc ça, c'est bien, ça, c'est intéressant. Ça, c'est vachement cool. D'accord, merci. Voilà, voilà. Monsieur, Oui, je t'écoute. mais du coup, je propose, vu qu'on n'a pas de questions, que, par exemple, vous expliquiez comment vous avez fait l'exercice numéro 33. Ben, ça, je vous laisse lire les résolutions que j'ai faites. Moi, je préfère que chacun lise à son rythme les résolutions et si vous avez des questions précises, je peux y répondre. S'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous. Je pense qu'il y a pas mal de détails dans mes résolutions. Je suis en train de revenir ici, voilà, sur mes résolutions. Mhm. Parce que bon, il y a plein de choses là-dedans que vous connaissez, que vous comprenez. Donc, moi, je préfère répondre aux questions que vous avez sur des choses que vous ne comprenez pas pour ne pas vous faire perdre le temps à tout le monde.
Enfin, ça c'est mon point de vue, hein, mais... Monsieur, en fait, j'ai pas accès au canal IRBI 4 en fait. Ah, tiens. Alors, donc toi tu es Sana Acelalou Blanco. Oui, Je vais essayer de t'envoyer le fichier. C'est étonnant que tu n'as pas accès. Tu n'es pas en IRB4 peut-être ou quoi? la réunion, elle est dans le groupe général. Ouais, je sais bien, c'est parce que j'arrivais pas à le faire dans l'IRB4, mais je vais t'envoyer le. Mais donc si t'es pas en IRB4, peut-être que tu as une autre réunion. Euh, je suis dans le groupe 2, enfin, Tu es dans le groupe 2? Ah oui, ok. Ah oui, tu es dans le groupe 2. oui, Alors aujourd'hui, il faut que je vérifie. C'est prévu pour. Tagadam, je regarde. Je crois que c'est IRB4. Exercice de physique. Donc on est le 18 novembre. Ouais, ça c'est a priori pour les IRB4, mais je peux t'envoyer le corrigé, hein. oui, s'il vous plaît. Je vais essayer de t'envoyer un message. Donc c'est Assel Lalou. Alors. Et alors comme ça tu peux me dire si tu le reçois. D'accord. Alors, ici. Ok. Donc ici je vais faire ça. Alors ça charge. Voilà, donc je t'ai envoyé ça en message privé. Donc c'est le fichier IRB physique, séance 2, J'ai résolu. bien reçu. T'as Merci, reçu? monsieur. Ok, parfait. Donc si tu as des questions, D'accord, n'hésite pas. merci. Voilà. Alors, Yasmine, oui, je vais te l'envoyer. Donc, Bouabdi. Alors, voilà. Voilà, donc Yasmine, je te l'ai envoyé.
Monsieur, j'ai une question Oui, je t'écoute. concernant l'exercice 34. Oui. Je comprends pas comment est-ce que vous avez fait pour trouver la température T1F. J'ai essayé de le faire, mais je sais pas par où commencer. Donc, je sais pas si vous pourriez Alors, m'expliquer. je vais essayer de partager ma tablette. Voilà, donc exercice 34. Oui, le A. Donc le principe, c'est que donc... alors attends, je vais regarder ici. Donc l'hélium qui se trouve ici, il est à haute température, 200 degrés Celsius. Le diazote qui se trouve ici, il est à basse température, moins 20 degrés Celsius. Alors, entre les deux enceintes, il y a une paroi qui permet à la chaleur de passer. Et donc, il se fait que la chaleur passe spontanément des corps de haute température vers les corps de basse température. Et donc, il y a de la chaleur qui va passer de l'hélium vers le diazote. Alors, en fait, dans ce problème, on suppose qu'il n'y a pas de perte de chaleur vers l'extérieur et que donc toute la chaleur perdue par l'hélium va être captée par le diazote. Et on écrit donc, alors pour trouver la température, c'est basé là-dessus en fait. C'est basé sur cette équation. Donc la chaleur gagnée par le diazote, au signe près, est égale à la chaleur perdue par l'hélium. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut lier, pour trouver la température finale en fait, il faut réussir à trouver un lien entre la chaleur reçue ou perdue par un système, par un gaz parfait en fait, et sa variation de température. Oui. Donc quel est le lien entre Q et delta T? Alors, il faut savoir quel genre de transformation chaque gaz va subir. Alors le diazote qui se trouve ici, il est enfermé dans une paroi, enfin il est enfermé dans une enceinte dont les parois sont indéformables. Donc le volume du diazote ne va pas changer, et donc le type d'évolution qu'effectue le diazote, c'est une évolution isochore. Oui. Donc il faut voir si on connaît une relation entre Q et delta T pour une évolution isochore. C'est le cas. Je vais regarder je vais te montrer dans un instant ce que c'est. Donc isochore. Alors par contre, pour l'hélium, lui,
En fait, il est dans une enceinte déformable. Il y a un piston ici qui va bouger. En fait, l'hélium va progressivement se refroidir et donc sa pression a tendance à diminuer. Mais en fait, le piston va garder sa pression constante parce que l'air atmosphérique qui se trouve ici à droite pousse sur le piston. Et donc, si les choses vont lentement, ce piston va bouger lentement et finalement, il y aura égalité entre la pression intérieure et la pression extérieure. Donc la pression extérieure, elle est constante, c'est la pression atmosphérique. Et donc l'hélium qui se trouve ici, il va évoluer en fait à pression constante. La pression de l'hélium sera toujours égale à la pression atmosphérique. Et donc ça, c'est une évolution isobare. Voilà. Donc maintenant, quel est le lien entre Q et delta T pour ces deux types d'évolution? Alors, je vous ai fait un petit rappel ici. Bon, ça se trouve dans votre cours, hein. Donc, en fait, le lien entre la chaleur reçue et l'augmentation de température est indiqué ici. Alors, ça, c'est pour une évolution infinitésimale. Maintenant, si on permet à la température d'augmenter plus fort, qu'est-ce qu'on va obtenir? Bon, on obtiendra que Q est égal à N fois Cp fois delta T. Voilà. Donc, cette relation-ci est valable pour une transformation isobare, et donc ça donne le lien entre la chaleur et l'augmentation de température. Alors ça, c'est positif, le N fois Cp, et donc si la chaleur est positive, si Q est positif, delta T est positif. Alors une chaleur positive, ça correspond à un gaz qui reçoit de la chaleur, et donc sa température va augmenter. Donc voilà pour l'isobare. Maintenant pour l'adiabatique, pour l'isocore, où est-ce que je vous ai fait un rappel? Je vous ai fait un rappel ici. Voilà. Donc on démontre dans le cours, mais la démonstration est ici au-dessus, que le lien entre la chaleur reçue et la variation de température est celle-ci. Et donc de nouveau, si on a des variations macroscopiques, on aura donc que Q est égal à NCV fois delta T. Voilà, donc on a de nouveau le lien entre Q et delta T. Donc finalement, ce sont deux équations qui se ressemblent, hein. Ici, on a Q égale NCV, delta T à volume constant, et précédemment, ici, on avait Q égale NCP fois delta T, et ça c'est à pression constante. Voilà, donc c'est ces relations-là qu'on va utiliser pour les gaz qui se trouvent ici. Oui. Donc je rappelle, le diazote c'est une isocore, donc ce sera NCV delta T qui apparaît. Et donc ça, c'est ce qui est écrit ici en fait. Donc la chaleur, reçue par l'azote égale NCV delta T pour l'azote. C'est-à-dire qu'il faut prendre le N de l'azote, le CV de l'azote et le delta T de l'azote. Et par contre, pour l'hélium, lui, il fonctionne à pression constante. Et donc le lien entre la chaleur reçue ou perdue et sa variation de température, c'est du NCP delta T. Voilà. Alors, donc dans l'exercice, le nombre de moles d'azote, je pense qu'on vous dit que c'est égal à 1. Pour Oui. vérifier, je pense que c'est bon. Le CV, alors le CV, c'est ND demi fois R, la constante des gaz parfaits. Et pour le diazote, il y a 7 degrés de liberté. Donc c'est pour ça qu'ici, le ND vaut 7. Le delta T, on va regarder ça dans un instant. Alors pour l'hélium, le nombre de moles a été calculé plus haut en fonction de, sur base de PV égale NRT en fait. Donc on sait que, alors c'est qui? C'est l'hélium est à 1 Pascal, à 1 bar, pardon, je vais vérifier. Oui, c'est bien l'hélium. Donc on sait que sa pression sera toujours 1 bar. Le volume de départ valait 1 litre, donc 1 millième de mètre cube. Ça, c'est la valeur de R. Et ça, c'est sa température de départ, hein. C'était 200 degrés Celsius, ce qui fait 473,15 Kelvin. Donc en calculant ça, on obtient 0,0254 moles. Et donc le N de l'hélium est bien ceci. Alors le Cp, alors ça c'est N demi plus 1. Alors l'hélium, c'est un atome, donc il a 3 degrés de liberté. Et donc ND demi, ça fait 3 demi. Et 3 demi plus 1, ça fait 3 demi plus 2 demi, ça fait 5 demi. Donc le Cp qui est ici vaut 5 demi. Et alors, comme on veut des grandeurs positives, pour le diazote, lui, il va se réchauffer parce qu'il était froid. Il était à moins 20 degrés, sa température va augmenter.
Donc si je veux un delta T positif, il faut toujours faire un grand nombre, un petit nombre. Donc, je vais faire TF moins sa température de départ. Ça, c'est T de I. Donc je vais écrire ici TF moins T de I. Et en ce qui concerne l'hélium, bah, lui, il était chaud, il était à haute température, il va se refroidir. Si je veux une variation de température positive, de nouveau, je fais un grand nombre moins un petit nombre, donc je fais 200 degrés Celsius, qui est le T1I moins TF. Donc il est écrit ici T1I moins TF. Voilà. Comme ça, on a bien un nombre positif à droite, un nombre positif à gauche, et alors bah, ça me permet de faire des calculs qui tiennent. Ah, d'accord, merci beaucoup, je comprends mieux. Voilà, voilà.
Monsieur, Oui, je t'écoute. est-ce que je peux vous poser une question sur l'exercice 33? Bien sûr, oui. Euh, alors en fait, c'est juste sur une question de base en fait. Oui. Comment est-ce qu'on peut déterminer que c'est une transformation isobar? Puisque moi je vois ça comme voilà, on chauffe le gaz va augmenter en pression et c'est cette augmentation en pression qui va repousser le piston. Donc comment est-ce qu'on voit ça comme une transformation isobar? Alors, l'explication est ici. Tu vois ma tablette? Tu veux Oui. partager? Ok. Donc en fait, je vais revenir ici sur le schéma de départ. Donc, imaginons que on bloque le piston, on va le bloquer, on va mettre des cales. Donc je mets une cale à droite, une cale à gauche pour être sûr. Et donc, quand la bougie chauffe et envoie de la chaleur, le gaz qui se trouve ici à l'intérieur va recevoir de l'énergie. Les molécules vont capter cette énergie et ça va augmenter leur énergie cinétique. Mhm. Et donc, elles vont taper plus fort et plus souvent sur le piston. Et donc, ça correspond donc à une augmentation de la pression exercée par le gaz. Donc, si je bloque le piston,
clair que la chaleur reçue va faire progressivement augmenter la pression. Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que dans ce cas-ci, le piston n'est pas bloqué. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La pression, elle va avoir tendance à augmenter, mais à ce moment-là, elle va pousser plus fort sur le piston, et donc le piston va un petit peu monter. Et donc, le volume du gaz va diminuer. D'accord, oui. Donc, à ce moment-là, c'est le volume change, mais pas la pression. Le volume va augmenter. Alors, une augmentation de volume, ça va engendrer une diminution de pression. Ouais. Et alors, si on veut une explication qui est vraiment très facile à comprendre, donc c'est ce qui est écrit ici. Donc, le piston qui se trouve... alors, je vais effacer ça. Donc, le piston qui se trouve ici, enfin, ce piston... Ouais, donc je vais prendre la masse en plus. Hein. Donc, quelles sont toutes les forces subies par cette masse? Eh bien, il y a donc le gaz qui se trouve ici, qui pousse le piston vers le haut. Vers le bas, il y a la pression atmosphérique qui pousse. Et alors, il y a aussi le poids du système. Donc, en fait, le piston plus la masse subit 3 forces que j'ai représentées ici. Voilà. Donc, ça comporte aussi c'est le piston plus la masse qui se trouve au-dessus. Donc, on retrouve les 3 forces ici. Donc, l'air atmosphérique exerce vers le bas une force qui est égale à pression atmosphérique fois S. La Terre tire sur le piston avec une force qui est le poids du piston. Donc, bleu plus mauve, ici, ça s'ajoute, ça tire vers le bas, ça pousse vers le bas. Et alors, il y a le gaz qui est emprisonné dans le cylindre, qui pousse, cette fois-ci, lui, vers le haut. Alors, si on fournit la chaleur au système de façon suffisamment lente, donc pas quelque chose de violent, alors ce piston, qui était à la base immobile, eh bien, il va se mettre à monter. Hein. Il est obligé de monter parce que s'il ne monte pas, la pression augmente ici à l'intérieur et donc il va finir, les forces de pression exercées comme ça vers le haut vont finir par devenir plus grandes que la somme de ce qui est exercé ici. Et donc le piston va monter. Alors ce qu'on suppose, c'est qu'on fournit la chaleur suffisamment lentement de manière à ce que ce piston il se mette en mouvement lentement. Donc, éventuellement, à un moment donné, il peut monter à vitesse constante en MRU. Mais donc, on suppose que la vitesse de ce piston ne variera jamais beaucoup, variera très peu. En d'autres mots, que l'accélération de ce piston vaut quasiment 0, même s'il bouge. Hein. Donc, quand un piston se déplace à vitesse constante en MRU, l'accélération vaut 0. Et alors, on peut utiliser la deuxième loi de Newton, hein, c'est le principe fondamental de la dynamique, F égale ma. Donc, dans cette équation, F, c'est la résultante des forces. Ici, la résultante des forces, c'est la pression atmosphérique fois S plus Fp dans un sens, et alors il faut rajouter P fois S dans l'autre sens. Donc, F égale ma. Si l'accélération du piston est nulle, ou quasi nulle, donc, je répète, hein, il peut monter, mais peut-être à vitesse constante ou avec de très faibles variations de vitesse. Donc, à l'accélération est quasiment nulle. Donc, cette équation implique que la résultante des forces est quasiment nulle. Alors, oui. En thermo, en fait, les choses ne sont simples que si on suppose toujours qu'on est très près de l'équilibre et que donc les variations sont extrêmement lentes. Et donc, ça correspond ici à une accélération qui vaut virtuellement 0. Donc, si A vaut 0, la résultante des forces vaut 0. Et alors, ça implique que la somme des forces qui poussent le piston vers le bas ont la même intensité que la somme des forces qui poussent vers le haut. Voilà. Alors, ça, c'est ce qui est écrit ici. P fois S, ce sont les forces qui. Enfin, c'est l'intensité de la force qui pousse vers le haut. Et la somme qui est ici, c'est la somme des forces qui poussent vers le bas. Ça, c'est dû à l'air atmosphérique. Et ça, c'est dû au poids du piston. Donc, l'égalité ici, elle découle du fait qu'on suppose que l'accélération est quasi nulle et que donc la résultante est quasi nulle. Et alors, une fois qu'on écrit cette équation-là, on peut diviser par S. Donc, je divise, je divise, je divise. Et alors, j'obtiens l'équation qui est ici. Et alors, on peut analyser cette équation. Ouais. Donc,
qu'elle nous dit? Elle nous dit que la pression du gaz qui est enfermé ici dans le cylindre est égale à la pression atmosphérique qui est constante, plus le poids du système qui est constant divisé par S qui est constant. Donc une constante plus une constante, ça fait constante. Et donc cette équation, elle exprime que la pression est constante. Alors en fait, si on veut représenter la pression au cours du temps, qu'est-ce qu'on veut obtenir? Hop. Voilà, donc si je représente ici la pression du gaz qui est emprisonné au cours du temps, eh bien, elle était constante jusqu'à en T égale 0, et puis à partir de T égale 0, on commence à chauffer. Alors, si on fait un zoom sur la pression, en gros, ça va faire des trucs comme ça, quoi. Donc ça augmente un petit peu, et puis ça redescend. Ouais. Donc c'est quasiment... Quasi constant. Ouais. C'est quasi constant, en fait. Mais donc, si on va très lentement et qu'il n'y a pas de frottement, on considère que la pression est constante. Mais c'est l'approximation, mais assez valable parce que les petites montagnes qui sont ici, en fait, elles ont une amplitude qui est vraiment très très faible, en fait. D'accord. Voilà. Ok, Donc, merci. la pression ne peut pas rester constante tout le temps parce que sinon le piston ne monterait pas, mais elle varie en fait très très peu parce que l'augmentation de volume compense en fait l'apport de chaleur. Très bien. Et en fait, si on continue à chauffer indéfiniment et qu'on imagine qu'il n'y a pas de système extérieur qui perturbe le tout, le volume indéfiniment, ou on arrive à un moment où il y a un équilibre? Non, donc en fait, ici on chauffe, donc en fait la densité du gaz va diminuer, donc on se rapproche de plus en plus d'un gaz qui se comporte comme un gaz parfait. Maintenant, le problème, c'est que si on chauffe comme ça indéfiniment, il y a de la chaleur qui va quitter le système, parce que les parois ne sont pas parfaitement adiabatiques. Mais bon, si on imagine qu'on fonctionne avec un système idéal, où toute la chaleur fournie par la bougie va être captée par le gaz, alors oui, le piston monte comme ça, indéfiniment. Mais bon, il faut un grand piston, ça coûte cher. Oui, mais là, on disait justement qu'il arrivait à 10 cm, mais ça ne voulait pas dire qu'à 10 cm, il arrêtait de monter et qu'il se trouvait à l'équilibre. Non, je ne me souviens plus exactement de... Ah oui, c'est ça. Donc, en fait, pour qu'il monte de 10 cm, on demande de déterminer la température finale correspondant à ça. D'accord. Oui, on pourrait dire qu'il monte de 20 cm et on fait les mêmes calculs et on trouvera une température différente. Ouais. D'accord. Ok, c'est très clair. Merci beaucoup. Voilà, avec plaisir. Merci. Du coup, moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez d'expliquer. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on nous donne un exercice du genre et qu'il y a une pression atmosphérique et qu'il y a la pression exercée par le piston, et qu'on nous précise que la réaction elle est lente, ça veut dire que la pression à l'intérieur du piston et la pression atmosphérique sont égales ou pas? Alors, presque, attends, je vais juste repartager ma tablette pour essayer de te répondre correctement. Voilà, un instant. Hop. Donc, dans l'exercice que je viens de commenter, l'exercice 33, en fait, il faut voir comment est orienté, comment le piston se déplace par rapport à la pression atmosphérique, par rapport à la direction de la pesanteur. Donc ici, le champ de la pesanteur est comme ça, vertical vers le bas. Et donc, du coup, quand on fait les calculs, on constate que la pression du gaz enfermé est constante, mais attention, elle ne vaut pas la pression atmosphérique, elle vaut la pression atmosphérique plus le poids du piston divisé par S. Et ça, c'est parce que le piston se déplace verticalement. Maintenant, si on va voir, je crois que c'est l'exercice suivant ou l'exercice d'avant, ça doit être l'exercice d'avant. Donc, dans l'exercice d'avant,
ici, la direction du champ de pesanteur est toujours comme ça vers le bas, ça c'est G. Mais ici, on voit que le piston, il se déplace horizontalement. Oui, alors en plus, il y a un ressort. Hein. Donc, je vais plutôt passer sur l'autre exercice, qui est l'exercice qui se trouve ici. Voilà. Donc ici, on a un piston qui peut se déplacer comme ça horizontalement. Le champ de gravitation verticale est comme ceci. Alors, dans ce cas-ci, là, la pression de l'hélium vaut toujours la pression atmosphérique. Je ne sais pas si c'est écrit quelque part. Mais bon, le piston qui se trouve ici, donc ce piston, aïe, pardon, donc le piston qui se trouve ici, il subit quoi comme force? Il subit la pression de l'hélium comme ça vers la droite, et il subit la pression atmosphérique vers la gauche. Subit la pression de l'hélium comme ça vers la droite. Ça c'est Siri qui me répond. Voilà, voilà. Donc, le piston qui est ici, il est toujours quasiment en équilibre sous l'effet de deux forces de pression, la pression intérieure et la pression atmosphérique. Et donc, dans ce cas-ci, la pression de l'hélium vaudra toujours la pression atmosphérique. Bon. Ah, d'accord. En fait, pour être plus clair, je ne suis pas sûr d'avoir été bien clair. Donc, quand on a un gaz qui est enfermé dans un cylindre muni d'un piston, il faut voir quelles sont toutes les forces que subit le piston. Et donc ici, donc, dans les exercices qu'on vous propose, finalement, on a trois cas importants. Donc dans l'exercice 34, ici, le piston ne subit que deux forces de pression, et donc les pressions sont égales. Donc la pression de l'hélium vaudra toujours la pression atmosphérique. Dans le premier exercice qui se trouve ici, le piston subit trois forces. Donc le gaz qui est ici à l'intérieur pousse le piston vers la droite, mais ce piston subit encore une force vers la gauche qui est la pression, qui est la force de pression atmosphérique, plus le ressort qui pousse dessus. Alors si on va regarder ici ce que vaut la pression, voilà ce qu'on trouve. Je vais le prendre ici en fait. Donc là, la pression du gaz est égale à une constante plus. Alors ce terme-là n'est pas constant. Il n'est pas constant parce que quand on chauffe le gaz qui se trouve ici à l'intérieur, il a tendance à se dilater et donc il va comprimer le ressort. Et plus le ressort est comprimé, plus il va pousser fort vers la gauche sur le piston. Donc on a ici la valeur de la pression du gaz en fonction de la pression atmosphérique, plus en fonction de la force du ressort en fait. Voilà, donc ça, le principe est toujours le même, je l'ai déjà dit, mais donc quand on a un piston qui peut bouger, il faut examiner toutes les forces qui s'exercent sur lui, et puis partir du principe que lors de la transformation, on est toujours très très proche de l'équilibre, que donc les variations s'effectuent extrêmement lentement, et que donc l'accélération de ce piston, elle est nulle, ou quasi nulle, virtuellement nulle, et si elle est quasiment nulle, comme F égale ma, comme A égale 0, F égale 0, la résultante des forces égale 0. Et donc, par exemple ici, la somme des forces qui poussent vers la droite, c'est ça, est égale à la somme des forces qui poussent vers la gauche. Et alors ça permet toujours d'aboutir à une relation qui exprime la pression du gaz emprisonné dans le cylindre en fonction du reste. En particulier en fonction de la pression atmosphérique si l'expérience se déroule à un endroit où il y a une atmosphère en fait. Oh, merci beaucoup, j'ai compris. Voilà, super.
Mhm.
Bien, voilà, il est 18h, donc je ne sais pas si les personnes qui sont connectées à la réunion veulent encore poser l'une ou l'autre question. Non, pour ma part, tout est clair. Ok, super. Et tu as réussi à faire tous les exercices alors, ou tu as compris tous les exercices? Oui, oui. Oui, oui. Ceux que j'avais pas réussi à faire, suite à vos explications, j'ai réussi à les faire, donc ça va. Allez, super. Mm. Magnifique. Merci. Et juste comme ça, pour info, ça vous convient, ce genre de... ce que je viens de faire avec vous, ou préférez une autre formule? Ah, vraiment, je ne saurais pas si ça vous convient ou pas. Bon, voilà. Bah, si vous n'avez plus de questions, je vous souhaite une bonne soirée alors. Et donc, courage pour la suite. Voilà, voilà. À la prochaine fois.